Dans ses rideaux tirés, la chambre était chaude et propre. Les 2 lampes éclairaient 2 fauteuils qui se faisaient face et dont l'un était vide. Sur le buffet, il y avait 2 grands verres, du whisky, de l'eau gazeuse et un seau plein de cubes de glace. Mary Maloney attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule, mais elle le faisait sans anxiété, uniquement pour le plaisir de voir approcher la minute de son arrivée. Son visage souriait, chacun de ses gestes paraissait plein de sérénité. Penchée sur son ouvrage, elle était d'un calme étonnant. Son teint, car c'était le 6e mois de sa grossesse, était devenu merveilleusement transparent. Les lèvres étaient douces, et les yeux au regard placide semblaient plus grands et plus sombres que jamais. À 5h moins 5, elle se mit à écouter plus attentivement, et, au bout de quelques instants, exactement comme tous les jours, elle entendit le bruit des roues sur le gravier. La porte de la voiture claqua, les pas résonnèrent sous la fenêtre, la clé tourna dans la serrure, elle posa son ouvrage, se leva et alla au-devant de lui pour l'embrasser. « Bonjour, chérie, » dit-elle. « Bonjour, » répondit-il. Elle lui prit son pardessus et le rangea, puis elle passa dans la chambre et prépara les whisky, un fort pour lui, un faible pour elle-même. De retour dans son fauteuil, elle se remit à coudre, tandis que lui, dans l'autre fauteuil, tenait son verre à 2 mains, le secouant en faisant teinter les petits cubes de glace contre la paroi. « Fatiguée, chérie ?»« Oui, je suis fatiguée. » Puis il fit une chose inhabituelle. Il leva son verre à moitié plein et avala tout le contenu. Elle ne l'épiait pas réellement, mais le bruit des cubes de glace retombant au fond du verre vide retint son attention. Au bout de quelques secondes, il se leva pour aller se verser un autre whisky. « Ne bouge pas, j'y vais !» s'écria-t-elle en sautant sur ses pieds. « Rassieds-toi, » dit-il. « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc, chérie? Qu'y a-t-il » À présent, il se tenait absolument immobile, la tête penchée en avant. « Je crains que cela te fasse un petit choc. Mais j'ai longuement réfléchi pour conclure que la seule chose à faire, c'était de te dire la vérité. J'espère que tu ne me blâmeras pas trop. » Et il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Oh, ce ne fut pas long, 4 ou 5 minutes au plus. Pendant son récit, elle demeura assise, saisie d'une sourde horreur. Elle le vit s'éloigner un peu plus à chaque mot qu'il prononçait. « Voilà, c'est ainsi, » conclut-il. « Et je sais que je te fais passer un mauvais moment, mais il n'y avait pas d'autre solution. Naturellement, je te donnerai de l'argent et je ferai le nécessaire pour que tu ne manques de rien. » Elle eut juste la force de dire « Je vais préparer le dîner. » En traversant la pièce, elle eut l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne ressentit rien excepté une légère nausée. Tout était devenu automatique, les marches qui la conduisaient à la cave, l'électricité, le réfrigérateur, sa main qui y plongea pour attraper l'objet le plus proche. Elle le sortit, le regarda. Il était enveloppé. Elle retira le papier. C'était un gigot d'agneau. Bien, il y aurait du gigot pour dîner. Tenant à 2 mains le bout de l'os, elle remonta les marches. Et lorsqu'elle traversa la salle de séjour, elle aperçut son mari, de dos, debout devant la fenêtre. Elle s'arrêta. « Pour l'amour de Dieu !» dit-il sans se retourner. « Ne prépare rien pour moi. Je sors. » Alors, Mary Maloney fit simplement quelques pas vers lui et, sans attendre, elle leva le gros gigot aussi haut qu'elle put au-dessus du crâne de son mari, puis cogna de toutes ses forces. Elle aurait pu aussi bien l'assommer d'un coup de massue. Elle recula.
Il demeura miraculeusement debout pendant quelques secondes, en titubant un peu, puis il s'écroula sur le tapis. Dans sa chute, qui fut violente, il entraîna un guéridon. Le tintamarre aida Mary Maloney à sortir de son état de demi-inconscience, à reprendre contact avec la réalité. Étonnée et frissonnante, serrant toujours de ses deux mains son ridicule gigot, elle contempla le corps. « Ça y est, se dit-elle, je l'ai tué. » Son esprit était devenu soudainement extraordinairement clair. Épouse de détective, elle savait très bien quelle peine elle risquait. Elle alla dans sa cuisine, alluma le four et mit le gigot à rôtir. Puis elle se lava les mains et monta dans sa chambre en courant. Là, elle s'assit devant sa coiffeuse, se donna un coup de peigne, se repoudra et mit un peu de rouge à lèvres. Puis elle descendit, prit son manteau, sortit par la petite porte, traversa le jardin pour se retrouver dans la rue. Il n'était pas tout à fait 6 heures et l'épicerie était encore éclairée. « Bonsoir, Sam », dit-elle joyeusement à l'homme qui se trouvait derrière le comptoir. « Bonsoir, Madame Maloney. Comment allez-vous? Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et puis une botte de petits pois ?» L'homme lui tourna le dos pour descendre du rayon la boîte de petits pois. Patrick a décidé de ne pas sortir ce soir, il est trop fatigué. D'habitude, nous sortons le jeudi soir, vous savez bien. Et je m'aperçois que je n'ai pas de légumes à la maison. Et de la viande, Madame Maloney, vous n'en prenez pas? Oh non, merci, j'en ai. J'ai un beau gigot congelé. Ah, oh, au fond, je n'aime pas tellement faire cuire de la viande congelée, Sam. Mais cette fois-ci, je vais essayer. Qu'en pensez-vous? Personnellement, dit le commerçant, je ne crois pas qu'il y ait une différence. Voulez-vous de ces pommes de terre de l'Idaho? Oh oui, ça ira très bien. Et avec ça, demanda l'épicier en souriant, comme dessert. Qu'allez-vous lui donner comme dessert? Eh bien, que me conseillez-vous, Sam? L'épicier passa en revue ses rayons. Oh, ce beau gâteau au fromage, par exemple. Je crois savoir qu'il aime ça. Parfait, dit-elle. Il adore le gâteau au fromage. Puis, après avoir payé, elle dit avec un sourire radieux. Merci, Sam. Bonsoir. Bonsoir, Madame Maloney. Et merci. Dans la rue, elle pressa le pas. Elle se dit qu'elle allait retrouver son mari qui l'attendait à la maison. Elle se dit encore qu'il fallait bien réussir le dîner parce que le pauvre homme était fatigué. Alors, si, en rentrant, elle allait trouver quelque chose d'insolite, de tragique ou d'épouvantable, elle serait tout naturellement bouleversée. Elle deviendrait folle de chagrin et de terreur. C'est la seule chose à faire. Me conduire avec naturel et simplicité. Être naturel. Comme ça, pas besoin de jouer la comédie. C'est donc en fredonnant un petit air joyeux qu'elle entra dans sa cuisine par la petite porte. « Patrick !» cria-t-elle. « J'arrive !» Elle posa son paquet sur la table et passa dans la salle de séjour. Et lorsqu'elle le vit, étendu par terre, les jambes en bataille, un bras replié, ce fut réellement un choc assez violent. Elle sentit rejaillir en elle tout un torrent d'amour perdu, de tendresse ancienne. Elle courut vers le corps, tomba à genoux et se mit à pleurer à chaudes larmes. C'était facile, pas nécessaire de jouer la comédie. Au bout de quelques minutes, elle se leva et alla au téléphone. Elle savait par cœur le numéro du poste de police. Et lorsqu'elle entendit une voix au bout du fil, elle dit, en pleurant, « Venez vite, Patrick est mort. » Qui est à l'appareil? C'est Madame Maloney, la femme de Patrick Maloney. « Vous voulez dire que Patrick est mort? »« Je le pense, » sanglota-t-elle. « Il est étendu par terre. Je crois qu'il est mort. »« On arrive, » dit la voix. La voiture arriva en effet très vite, et lorsqu'elle ouvrit la grande porte, elle tomba tout droit dans les bras de Jack Noonan, en pleurant avec hystérie.
Il l'aida gentiment à s'asseoir sur sa chaise, puis il alla rejoindre son collègue qui venait de s'agenouiller près du corps. « Est-il mort ?» pleura Mary. « Je le crains. Mais que s'est-il passé ?» Elle raconta brièvement qu'elle était descendue chez l'épicier et qu'elle avait trouvé Patrick étendu par terre en rentrant. En écoutant son récit coupé de sanglots, Noonan découvrit une paillette de sang gelé sur les cheveux du mort. Il la montra aussitôt à O'Malley, qui se leva et courut au téléphone. Peu après, d'autres hommes envahirent la maison. Un médecin puis 2 détectives. Le photographe de la police arriva et prit des clichés. Ensuite, ce fut le tour de l'expert chargé de prendre les empreintes digitales. Il y eut de longs chuchotements autour du cadavre et Mary dut répondre à d'innombrables questions. Il fallut qu'elle racontât de nouveau son histoire depuis le début. L'arrivée de Patrick alors qu'elle était assise dans son fauteuil en cousant. Il était fatigué, oui, si fatigué, qu'il n'avait pas eu envie de dîner dehors. Elle raconta comment elle avait mis le gigot au four. Elle y est toujours. Et comment elle était descendue chez l'épicier. Et comment, en rentrant, elle avait trouvé son époux gisant sur le tapis. « Quel épicier ?» demanda l'un des détectives. Elle le lui dit, et il parla à voix basse à l'autre détective qui, aussitôt, quitta la maison. 2 autres policiers firent leur entrée pour emporter le corps sur un brancard. Puis l'homme aux empreintes digitales se retira à son tour, les 2 détectives restèrent, ainsi que les 2 agents. Ils étaient tous remarquablement gentils, et Jack Noonan lui expliqua que son mari avait été tué d'un coup violent sur le crâne, administré à l'aide d'un instrument lourd et contondant, probablement en métal. Ils étaient actuellement à la recherche de cet objet. « Oh, c'est une vieille histoire, » dit-il. « Trouvez l'arme, et vous tenez le bonhomme. » Il lui demanda si, à sa connaissance, il existait dans la maison un objet ayant pu servir d'arme, et si cela ne l'ennuyait pas d'aller voir s'il ne manquait rien, une grosse clé anglaise par exemple, ou un vase de métal. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais eu de vase de métal. Et une clé anglaise, elle ne pensait pas en avoir, à moins qu'il n'y en eût une au garage. Il était tard, près de 9 heures. Après tant de vaines recherches, les 4 policiers parurent un peu exaspérés. « Jack, » dit-elle lorsqu'elle vit entrer le sergent Noonan, « voulez-vous me rendre un petit service, vous et vos collègues ?»« Certainement, Madame Maloney. » Eh bien, vous êtes tous des amis de mon pauvre Patrick. Et vous êtes ici pour m'aider à trouver son assassin. Vous devez avoir faim après tant d'heures supplémentaires. Et je sais que mon pauvre Patrick ne me pardonnerait jamais de vous recevoir ici sans rien vous offrir. Pourquoi ne mangeriez-vous pas le gigot qui est au four? Il doit être cuit à point. Ah, impossible d'accepter, bredouilla Jack Noonan. S'il vous plaît, supplia-t-elle, faites-le pour moi. Moi-même, pas question que je touche à quoi que ce soit. Tout me fait trop penser à lui. Mais vous, c'est différent. Vous m'aurez rendu un immense service. Et ensuite, vous pourrez vous remettre au travail. Les 4 policiers eurent un long moment d'hésitation. Mais comme ils mourraient tous de faim, ils finirent par se laisser convaincre. Ils se rendirent à la cuisine pour attaquer le gigot. La jeune femme demeura à sa place, ce qui lui permit de les écouter par la porte entr'ouverte. Elle put ainsi les entendre parler, la bouche pleine de leurs grosses voix pâteuses. « Un autre morceau, Charlie. »« Oh, bah non, vaut mieux ne pas tout manger. Elle veut qu'on mange tout, c'est ce qu'elle a dit. Ça lui rend service. Bon, bah écoute, si ça lui rend service, passe-moi encore un petit bout. Oh, qu'est-ce qu'il a bien pu avoir comme gourdin, le type qui a bousillé le pauvre Patrick. Le toubib dit qu'il a une partie du crâne en miettes. Hein. Oui, comme broyé à coups de marteau. On finira bien par trouver. Oh, c'est ce que je pense aussi. Bon, écoute, qui que ce soit, il n'a pas pu aller loin avec son truc. Un truc comme ça, on ne le trimballe jamais plus longtemps qu'il ne faut.
À mon avis, la chose doit se trouver ici, sur les lieux même. Probablement, nous devons l'avoir sous le nez. Tu ne crois pas, Jack? Dans la pièce voisine, Mary Maloney se mit à ricaner.